tout simplement parce qu'il fallait bien assembler ces filtres. Ces filtres répondent à des normes médicales. Et donc, il fallait trouver une entreprise, si possible locale, qui était capable donc d'assembler ces filtres, sachant qu'il faut une certification qui est la certification ISO 13485. Donc, évidemment, on n'avait pas forcément prévu ça. Il n'y a pas beaucoup d'électronique là-dedans, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 pièces plastiques plus un filtre à l'intérieur, hein. Et donc, il fallait se mettre à assembler tout ça, mais assembler tout ça, ça veut dire aussi mettre des conditions d'hygiène qu'elle est bien, et donc faire tout ça dans un temps extrêmement court. Donc, on a réussi à le faire, on a réfléchi un petit peu, et puis on a dit, OK, banco, on y va. On avait quelques expériences dans le domaine, parce que on vient d'autres entreprises, on a un passé avant Alliance 6, j'ai travaillé un peu chez Sony. Et chez Sony, on avait l'habitude, en fait, pour notamment tout ce qui est PlayStation, il y a des instruments optiques, et donc il faut protéger tout ça de la poussière. Donc on avait des solutions assez simples pour faire des espèces de salles grises, donc à base de tentes. Donc on s'est dit, comment faire une salle grise suffisamment importante? On va construire une tente, et on va construire une tente à l'intérieur de l'entreprise. Il faut, pour construire ça, on est, pour ceux qui connaissent Jeannette Cassiopo, donc BS2I, qui fabrique des bâches, qui imprime sur des bâches. Donc c'est notre voisine. Donc pendant le week-end, on a évidemment consulté Jeannette, qui nous a dit, oui, ok, j'ai une tente, je peux vous prêter ça, je peux vous faire le dessus. Après, il fallait des groupes de filtration. Donc il se trouve que nous, on fabriquait des cartes électroniques pour une autre société qui s'appelle Interfiltre, qui est à Lisieux, qui nous a dit, OK, Banco, j'ai ça quelque part, je vais vous aider. Donc, de fil en aiguille, comme ça, on a constitué tous les prérequis qui étaient nécessaires à la fabrication de ces filtres. Et puis, restait encore un petit obstacle, c'est que 3,6 millions de filtres, ça ne se fabrique pas comme ça. Il fallait donc passer en 3/8 avec les équipements. Donc, il fallait embaucher une cinquantaine de personnes dans un délai relativement court. Donc, ça, c'était encore une autre aventure. Donc, écoutez, on a fait un peu marcher nos réseaux. C'est le début de l'année. Donc, si vous vous rappelez, il y a pas mal d'étudiants qui étaient donc un peu désœuvrés, on va dire. Donc, on a commencé par faire appel à nos connaissances. Donc, on a pas mal de salariés qui ont des enfants ou des copains, des copains. Et donc, on a convoqué tout le monde, on leur a demandé s'ils étaient partants pour travailler quelques mois. Ils ont dit OK, et fort de tout ça, on a dit OK, on y va. Donc, on a démarré tout ça en à peu près 3 semaines. Donc, le temps de monter la tente, recueillir les gens, il fallait aussi les former. Ces produits-là, c'est des produits qui sont homologués. Donc, il a fallu aussi trouver des gens qui viennent certifier, homologuer l'ensemble. Et puis, on a commencé à produire, voilà, après 3-4 semaines, le temps de recevoir les filtres, la plasturgie. Donc, on a travaillé en local, grâce au réseau, aussi à les relations qu'on avait à droite à gauche avec la CCI. On a travaillé tous ensemble et donc on a fourni ces 3,6 millions de filtres pour le marché français. Donc, on a fini de produire ça en août. Et puis, on a attaqué le marché européen. Aujourd'hui, on est à l'arrêt, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de matières premières, il y a de matières spécifiques. Et on espère bien redémarrer. Voilà dans les grandes lignes. Bien. Eric, est-ce que vous avez évalué donc la proportion des risques et d'opportunités qui étaient dans ce projet avant de vous lancer comme ça? Parce qu'on sent que vous êtes bien parti, mais est-ce que vous avez quand même pris le temps de le faire? Écoutez, on s'est quand même posé quelques questions. On a quand même l'habitude un peu des produits médicaux, hein, donc on connaît les contraintes. Donc, c'est pas non plus un produit qui est hyper compliqué. Il n'y avait que 3 pièces. Par contre, c'est des pièces sur lesquelles il y a de la traçabilité. Donc, on avait déjà un système informatique qui était prêt. On a travaillé avec aussi les Anglais qui nous ont aussi aidés. Hein. Et donc, en travaillant tous ensemble, on a estimé que finalement le risque était assez faible. Le plus gros risque, c'était d'arriver à trouver suffisamment de personnes et de personnel qualifié pour assembler ces produits. Et donc, on se rappelle aussi qu'il y avait un mouvement citoyen. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, en fait, aussi pour aller un peu au secours des hôpitaux. On ne savait pas trop bien où on allait. Donc, on s'est posé des questions, mais j'allais dire pas tant que ça. On a surtout vu qu'il y avait un besoin et toutes les équipes d'Alliance 6 se sont mobilisées pour répondre à ce besoin. Oui, finalement, vous étiez quasiment sûr d'y arriver.
Il y avait quand même quelques contraintes, mais vous étiez… On n'est jamais sûr, mais bon, après, on a l'habitude des challenges chez Allianz 6, donc on y est allé. Bien. Maintenant que vous avez rempli le contrat, effectivement, là, vous étiez en train de parler donc de l'avenir d'Allianz 6. Donc, sur le marché, sur les opportunités, vous pourriez nous en dire plus? Eh bien, écoutez, ce marché-là nous a créé plusieurs opportunités, en fait. La première, quand on l'a fait, encore une fois, c'était plutôt pour rendre service, entre guillemets. On n'avait pas forcément d'arrière-pensée, mais on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait des besoins, qu'il n'y avait personne sur le territoire national capable de fabriquer ces filtres, ni même de les assembler, en fait. Qu'aujourd'hui, on était dépendant d'entreprises européennes. Donc, les Anglais en priorité, parce que c'est eux qui ont défini ça. Mais pour la petite histoire, aujourd'hui, la plupart des filtres sont fabriqués en Ukraine. Et donc, l'Ukraine, c'est loin quand même. Et donc, on voit bien aussi qu'avec ces problèmes de confinement, il y a eu des problèmes de transport et qu'on était dépendant. Donc, en réfléchissant, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, maintenant qu'on a fait l'effort, on a appris un nouveau métier. Donc, aujourd'hui, on est en train de discuter pour essayer de pérenniser cette activité sur le territoire. Et donc, voilà, les discussions sont en cours. Il y a de fortes chances que ça débouche. L'autre opportunité, et en fait, c'est plutôt une bonne surprise, c'est que dans l'électronique, on a beaucoup de mal à recruter. Et là, en fait, je vous disais tout à l'heure qu'on a fait appel à des étudiants, mais aussi à pas mal de gens qui sont venus nous voir, des gens qui venaient de la restauration. Et ça a été une bonne surprise, puisque, je le dis clairement, la plupart des CV qu'on nous a présentés, on n'aurait jamais embauché chez ces gens-là en temps normal. Et en fait, ça a été une rencontre intéressante de deux milieux qui ne se côtoient pas du tout. Les gens de la restauration ont appris à découvrir finalement le métier de l'industrie. Ils ont découvert qu'à travers ça, c'était pas sale, ça faisait pas de bruit, et qu'il y avait des opportunités intéressantes. Et puis nous, en fait, on a découvert qu'il y avait des gens qui étaient polis, qui arrivaient à l'heure, et qui savaient ce que c'était que de travailler, et surtout de travailler ensemble. C'est une vraie école, la restauration, et quand on parle du coup de feu, on parle de tout ça, mais les gens ont l'habitude, en fait, quand il y a un problème, de travailler ensemble et donc de résoudre les problèmes. Et des problèmes, on en a eu beaucoup. Forcément qu'en démarrant ça comme ça en quelques jours, tout ne va pas marcher du premier coup. Mais c'est grâce à ces gens-là, en fait, grâce à ces belles rencontres, on a ouvert, je veux dire, on a un peu ouvert les yeux, on a pu regarder ailleurs. Et aujourd'hui, on a embauché 4 ou 5 personnes qui viennent de la restauration, qui ont découvert le monde de l'industrie et restent à les former parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas l'électronique, mais ils avaient une bonne base, ils sont motivés et j'allais dire, peut-être l'opportunité la plus intéressante au-delà du chiffre d'affaires, c'est certainement celle-là. C'est des belles rencontres avec des gens avec qui on espère on va pouvoir faire un bout de chemin. Excellent. Merci Eric. Il n'y a pas de quoi. Non, je vous en prie. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas sur la chat. Non, c'est une belle histoire. De toute façon, on aura encore un petit peu de temps à la fin, s'il y avait des questions. Dans ce cas, je remercie Eric et je vais demander à Pierre Brun d'intervenir. Pierre, pour vous présenter, donc, vous travaillez depuis de nombreuses années à la Mutualité. Vous avez exercé des fonctions de direction, de marketing, de prospective et d'innovation. Vous êtes aujourd'hui en charge de l'ingénierie du développement territorial au sein du groupe Vive pour répondre aux besoins globaux dans le domaine de la santé et du mieux vivre. Pierre, vous êtes présent ce soir parce que vous avez coordonné la réponse de Vive pour le marché du territoire intelligent d'Angers, Loire Métropole. Alors là encore, je fais un retour sur image. Nous sommes en novembre 2019. La consortium menée par Engie remporte le marché global de performance du territoire intelligent d'Angers, Loire Métropole. Ce consortium est atypique puisque nous y retrouvons Engie et Suez qui sont rompus à l'exercice des marchés publics et on vous trouve donc le groupe Vive et le groupe La Poste. Totalement novices en matière de Smart City. Pierre, vous m'avez dit qu'en septembre 2018, vous étiez tout à fait prêt. Aussi, après une très brève définition de la Smart City, Pierre, je vous demande de nous expliquer tout ce cheminement qui a mené le groupe Vive à s'inscrire dans cette aventure.
Bien. Bon, alors effectivement, très brièvement, petite définition de la Smart City au sens large, hein. On parle de territoire intelligent quand le territoire est plus grand, hein, qu'une ville. Là, pour Angers métropole, c'est toute l'agglomération, hein, par exemple. Et donc, on va qualifier de territoire intelligent. En gros, ça repose sur la fourniture d'un socle numérique et d'un ensemble de prestations qui, en gros, là, pour Angers métropole, répondent à trois principaux objectifs. Accélérer la transition écologique en faisant des économies d'énergie, des économies d'énergie en éclairage, en chauffage pour les bâtiments, en arrosage pour l'eau, etc. Et également améliorer la qualité de vie des habitants du territoire. Et le troisième objectif, là, était, dans les grandes lignes, hein, optimiser le pilotage d'un territoire. Tout ça avec des nouveaux outils à travers un socle numérique qui permet d'optimiser un ensemble d'activités que va piloter le territoire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, là, quand on regarde des mutuelles, on se demande ce que des mutuelles viennent faire dans des chantiers pareils. Très souvent, on parle de consommation d'eau, d'énergie, de stationnement, etc. Et très souvent, le volet santé et mieux vivre n'est pas intégré. Là, l'appel d'offres d'Angers métropole était très large, un des plus larges. C'est pour ça aussi, il était atypique en tant que tel, puisqu'il prenait en gros l'ensemble des dimensions d'un territoire. Et donc, pour revenir à votre question claire, pourquoi on était prêt? Parce que je pense qu'il y a deux éléments qui se sont enchaînés. Donc là, le premier élément, c'était la création du groupe Vive, qui sans doute est assez récent, qui remonte à mi-2017. Et le groupe Vive, en étant créé, donnait un périmètre d'activité bien plus large que chacune des entités qui portaient des activités jusqu'à présent dans ces domaines-là. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 4 grands domaines d'activité au sein du groupe Vive, de l'assurance et notamment de la santé, de la prévoyance, une activité d'offre de soins et de services, une activité d'accompagnement, et récemment, on a ajouté une activité dans le domaine du logement avec le groupe Arcade, qui est un bailleur social qui nous a rejoints. Donc, en gros, le groupe Vive, en se constituant, il devient un entrepreneur du mieux vivre. C'est son positionnement qu'il recherche aujourd'hui, ce qu'il l'a revendique en toute légitimité à travers toutes les expertises qu'on peut avoir dans le groupe. Ça représente 50 000 salariés aujourd'hui au sein de ces 4 grands domaines d'activité. Et ensuite, je pense qu'il y a eu, donc là, il y avait une vision élargie de nos activités. On est dans le mieux vivre et pas seulement dans des activités d'offre de soins, qui sont déjà énormes, hein, ou d'assurance santé, ou d'accompagnement. On est plus largement dans le domaine du mieux vivre au sens global du terme. Et le deuxième élément qui s'est enchaîné et qui explique pourquoi nos esprits étaient prêts pour répondre à ce type d'enjeux sur des territoires intelligents, c'est qu'on a enchaîné, suite à la création du groupe, assez rapidement, un travail prospectif qui visait à se projeter dans les 5-10 prochaines années et voir l'impact des évolutions de nos environnements sur nos activités, notamment. Donc, on a essayé de définir des scénarios qui pouvaient arriver et quelle place on jouerait dans de nouveaux contextes, et également définir des champs d'innovation, en gros des éléments qui revenaient quels que soient les scénarios qu'on avait pu imaginer. Et notamment, il y avait 2 champs d'innovation qui sont revenus fortement, c'est les environnements connectés. On baigne aujourd'hui dans des environnements de plus en plus connectés, et quand on regarde l'impact que ça peut avoir sur nos activités, pour nous, il était déjà important, comme pour plein d'autres opérateurs aussi. Et on a croisé avec un autre champ d'innovation qu'on avait identifié, c'est les dynamiques territoriales, on a une tendance forte des territoires, et ça c'est formidable, avec beaucoup d'initiatives qui remontent du terrain. Et quand on croise ces 2 champs d'innovation, il nous paraissait naturel de nous positionner dans des thématiques de Smart City. Très bien. Vous connaissez Engie, je crois. On était déjà en relation avec Engie, mes collègues du développement étaient déjà en relation avec Engie pour discuter de services, et donc il y avait déjà des relations qui étaient engagées avec Engie. Et donc vous m'avez dit qu'au niveau de la direction générale, il y a une implication très forte, très rapidement. Alors effectivement, ça c'est à souligner, parce qu'on est sur des domaines quand même très nouveaux, hein, pour des organismes mutualistes, hein, dans l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, là, il y a une implication très rapide et très forte de la direction générale, mais qui a vu que c'était bien en phase avec notre positionnement entrepreneur du mieux vivre, et également que ça prenait en compte aussi les projections qu'on avait pu faire à 5-10 ans, et donc c'était tout à fait légitime de se positionner sur ce type-là d'appel d'offres. Et également, peut-être à signaler aussi, qu'on avait aussi peut-être aussi des chances aussi et des atouts aussi, puisqu'on est très implanté dans le territoire d'Angers métropole, où on a près de 1500 salariés, on est un des premiers employeurs du territoire, avec aussi des taux de couverture très importants du territoire en termes de complémentaire santé et d'offres de services. Le deuxième point, c'est effectivement, on est en relation avec Engie sur d'autres sujets. Et donc, effectivement, tout ça réuni, ça a facilité
la mise en relation avec Engie, comme on était déjà en relation avec eux, donc on leur a parlé de notre souhait de pouvoir s'inscrire dans cette démarche pour porter là notamment un volet santé mieux vivre. Et ce Engie a confirmé, donc c'est très intéressant pour le consortium qui est en train de se constituer, d'avoir le groupe Vive avec lui, comme La Poste aussi, là, le collègue de La Poste en parlait tout à l'heure, et qui apporte une dimension service et lien social très important aussi dans ce type de consortium. Bien. Pouvez-vous nous dire, Pierre, quelles ont été les opportunités, les forces sur lesquelles vous êtes appuyé, éventuellement les faiblesses qu'il vous a fallu surmonter? Bon, la faiblesse au départ, on va dire que c'était une première réponse dans le domaine, donc on était, comme vous l'avez dit, novice dans le domaine. Et en même temps, il faut le dire aussi, même pour des grands opérateurs habitués à ce type, plus habitués à ce type de démarche comme Engie et Suez, le challenge était quand même très important parce que c'était le premier appel d'offres qui était aussi large dans son périmètre. Donc, il y avait un peu de nouveau pour tout le monde, ce qui était extrêmement stimulant. Pour nous, c'était encore plus nouveau, effectivement. Donc, on l'a pris plutôt comme un élément stimulant. On partait avec une feuille blanche, et ce qui nous a permis de travailler au mieux. Donc, ce qu'on a fait après en termes de force, avec l'appui de la direction générale, c'est qu'au final, dans les grands groupes, des fois, ce qui est compliqué, c'est que ça peut être complexe à mettre en œuvre, on a des choses très rapidement. Là, au contraire, on est allé très, très vite. Donc, on a constitué une équipe extrêmement rapide. Le projet, je l'ai piloté avec un collègue du développement, et on a adjoint les premiers experts dont on avait besoin absolument en toute petite équipe. Donc, un expert, 2 experts ensuite après, système d'information et données, un expert dans le domaine de l'offre de soins et de services, qui est très important pour bien comprendre ce qui se passait dans le territoire et les besoins qu'il pouvait y avoir. Et après, on a adjoint au fur et à mesure des besoins d'autres expertises au fil des besoins. Donc, comment dire, en mode agile, extrêmement rapide. Un consultant externe, mais qui nous a facilité les choses pour la constitution des dossiers. Donc, une toute petite équipe, très, très mobile et très agile. Très bien. Et aujourd'hui, où en êtes-vous de la mise en œuvre de votre les choses avancent. Les choses avancent. Donc, nous, on fournit dans le cadre du volet santé mieux vivre du projet Territoire intelligent d'Engie de leur métropole, on fournit une plateforme de confiance numérique. Donc, en gros, c'est une plateforme qui va permettre de croiser des données métiers, des données plus à caractère personnel, le tout étant entièrement sécurisé. Hein, c'est ça qui fait la force de cette plateforme, qui intègre également des modules de gestion de consentement. Et en gros, cette plateforme de confiance numérique, elle va servir à produire des services personnalisés après aux habitants du territoire. C'est eux qui vont définir leurs besoins en termes de services, ainsi que la collectivité. On va en parler en 2 mots tout à l'heure. Et donc, cette plateforme, c'est la condition de production de ces services à court et moyen terme. Et le deuxième point qu'on est en train de faire avec la collectivité, les services de la collectivité, c'est identifier des grands enjeux santé pour le territoire en lien avec le territoire intelligent, c'est-à-dire avec qu'est-ce que pourrait apporter le territoire intelligent par rapport à ces grands enjeux de santé qu'on est en train de bien définir, avec notamment la direction santé de la collectivité et d'autres directions associées, bien sûr. Et donc, on est en train d'identifier ces enjeux pour après revenir avec des consultations de l'ensemble des parties prenantes, professionnels de santé, habitants, notamment, pour définir après avec eux les services qu'ils voudraient voir déployés. Donc, on part des besoins des habitants pour produire ces services. Donc, là, on est dans la première phase de définition des enjeux avant de passer après la définition des services avec les habitants et l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc, c'est une démarche extrêmement participative. C'est ça qui est passionnant aussi. Et pour le préciser, on est sur un contrat sur 12 ans. Donc, 12 ans, il va se passer beaucoup de choses aussi. Donc, on avance pas à pas. Donc là, on commence à poser les premières briques pour la partie santé mieux vivre. Et puis, je voulais dire aussi au passage, parce que la Poste va s'exprimer sur le sujet, c'est quand même fantastique d'avoir un consortium aujourd'hui qui permette à des grands groupes de travailler ensemble. Des fois, on peut faire des choses sinon en parallèle, et quand on regarde les choses, ça peut être très, très complémentaire. Donc, nous, on est extrêmement heureux de pouvoir avancer sur ce sujet avec la Poste et avec Engie et Suez aussi. Très bien. J'ai une question, Pierre, pour vous. Quels sont les budgets en question pour le projet Smart City? Alors, il y a plusieurs tranches, je voulais dire, dans ces grands marchés publics là, de performance globale, ce qu'on appelle, il y a une tranche ferme, donc qui est à hauteur de 120 millions d'euros, c'est quand même des budgets importants, une tranche optionnelle de mémoire à 20-25 millions d'euros, et ce qu'on appelle une tranche de nouveaux services, mais qui sont décidés là complètement après par la collectivité, qui doit avoir une dotation de l'ordre de 30 millions d'euros. Donc, on va être en gros dans des budgets de près de au global de 170 millions d'euros. Donc, c'est des marchés importants. Et juste pour conclure sur la partie pour vivre, nous, on s'est dit aussi, on apprend plein de choses aussi. On a créé des choses très rapidement. Et aujourd'hui, on commence à réfléchir. Donc, on veut absolument le faire au mieux pour Engie de leur métropole.
Et donc ça, c'est notre engagement. Et en même temps, on commence à réfléchir effectivement à répondre à d'autres sollicitations de collectivités dans le domaine des territoires intelligents. Donc ça peut faire demain pour le groupe un nouveau domaine d'activité en direction des collectivités aussi. On est en train d'organiser toute une réflexion sur le sujet pour élargir ce qu'on pourrait faire auprès d'autres collectivités. Très bien. Merci Pierre. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Pierre? Alors, il y en a une qui est arrivée pour Eric, mais je la poserai plus tard. Je crois que j'ai tenu mon timing. Oui, bravo. Bravo. Je les ennuyais avec le timing. Non, mais c'est normal, c'est normal. Super. Fabien Jouron, bienvenue. Vous avez 3 missions au sein du groupe La Poste Pays de Loire. Tout d'abord, donc, vous êtes la première interface avec les institutionnels. Ensuite, vous mettez en fluidité, en cohérence les acteurs postaux. Et pour vous situer, donc, sur votre périmètre géographique, il y a 17 directions opérationnelles et un peu plus de 11 500 postiers qui œuvrent chaque jour. Pour rappel, il y a donc 250 000 personnes au sein du groupe La Poste aujourd'hui. Donc, ça fait un sacré paquet de personnes. Enfin, vous faites émerger donc de nouveaux business. En effet, la détérioration de l'activité courrier qui est passée donc de 19 milliards de courriers en 2008 à 7 milliards en 2020 bouleverse le modèle historique et il vous faut trouver d'autres activités. La Banque Postale n'arrive pas à reprendre le relais par des taux d'intérêt trop bas aujourd'hui et par une importante source de liquidité. Je vous cite, l'enjeu est donc d'imaginer et d'expérimenter des solutions qui génèrent de l'employabilité et de la richesse économique. Fabien, le projet Smart City était cependant loin des activités de La Poste. Quel a été le cheminement de La Poste donc, pour se positionner sur ce marché? Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit en introduction, Claire, La Poste est confrontée à un bouleversement de son modèle historique, avec ces métiers historiques, comme le courrier, qui sont en décroissance, puisque aujourd'hui on envoie beaucoup moins de courrier, le numérique prenant le relais. Donc, le précédent plan stratégique, qui était 2015-2020, avait pour ambition de réinventer les métiers de La Poste, donc en retrouvant des volumes sur les métiers historiques ou en réinventant le métier de facteur, le métier et regarder, analyser ce qu'on pouvait faire de nos réseaux. Un des axes, c'était de se dire que le facteur passe tous les jours partout. Le facteur passe tous les jours partout et pour tout le monde. Et on peut, avec le facteur, amener des nouveaux services directement chez les habitants. Et à partir de cette définition, où La Poste doit être une entreprise d'intérêt général qui est en lien avec ses clients et qui va jusqu'au client final, c'est de se dire quels sont les métiers qu'on peut faire et qui respectent toutes nos valeurs. Et donc, dans le cadre d'une Smart City, le but de la Smart City, c'est de donner de l'intelligence au territoire pour que les habitants aient une qualité de vie augmentée et qu'on puisse faire un territoire, enfin augmenter l'attractivité du territoire et par effet accessoire et aussi faire des économies d'énergie, ce qui est un des objectifs de la Smart City d'Angers. Et l'ambition donc d'une Smart City, c'est effectivement de mettre des capteurs équipés, mettre du numérique autour de l'ensemble de l'écosystème de la ville, enfin des villes en l'occurrence, puisque c'est toute l'agglomération. Mais une Smart City qui serait que numérique serait une Smart City assez froide, voire qui manquerait d'humanité. Et donc, dans l'esprit du maire comme des artisans de notre consortium, c'était de se dire que la Smart City devait être à la fois numérique et humaine. Et pour faire le lien humain, on a proposé des services de La Poste. Donc, Pierre l'a dit tout à l'heure, la Smart City, elle est structurée en trois grandes tranches. Une première tranche de 120 millions, qui est la tranche qui est très technologique, qui est sur le suivi de l'optimisation énergétique des luminaires, la gestion des feux, la gestion des parkings, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Donc, quelque chose qui est beaucoup dans de la gestion technique et numérique. La deuxième tranche, c'est des options pour accélérer ces transitions. Et la troisième tranche, qui est une tranche qui est très attendue par les élus et qui est une tranche qui est désirée par les citoyens, c'est la tranche nouveaux services, dans laquelle il y a une trentaine de millions. C'est les services qu'on doit co-construire avec la population
qui doivent permettre d'accéder le plus facilement possible aux diverses fonctionnalités de la ville, voire qui doivent permettre à tous les citoyens, à tous les habitants de bénéficier des gains de cette Smart City. Et donc, c'est là que nous, on va se positionner, où le facteur ou le postier, puisque ce n'est pas forcément le facteur, mais ça peut aussi être dans nos bureaux de poste, où on peut réinventer des conciergeries avec des gens qui sont en interface avec ces conciergeries via la plateforme de services mise en place par la ville dans le cadre de la Smart City. Donc, notre rôle, c'est vraiment de se dire comment on fait accéder à la Smart City les gens qui peuvent être éloignés du numérique en leur envoyant l'information ou en faisant en sorte qu'ils y aient accès, soit dans nos bureaux, soit via le facteur, voilà. Et comment on peut augmenter les services de la Smart City en apportant du service humain. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez répondu à toutes mes questions. Vous avez... Non par rapport les raisons de l'intérêt du consortium porté au groupe La Poste, effectivement. Donc, aujourd'hui, le groupe Engie et Suez sont des groupes très techno. J'avais travaillé avec Engie avant sur un projet H2020 à Nantes où on avait co-construit des offres et mon homologue de chez Engie qui désormais pilote le projet de Smart City, mais la déléguée régionale du groupe Engie et moi-même échangions souvent sur les complémentarités de nos groupes. Et quand l'appel d'offres de la Smart City est sorti, nous, La Poste, avec nos services humains, on n'a pas légitimité à piloter ce genre d'offres. Engie a toute légitimité. Par contre, effectivement, le volet humain, le volet serviciel, Engie a trouvé que c'était très complémentaire. Et au final, aujourd'hui, les personnes qui sont capables d'amener du service partout, devant toutes les maisons ou à chaque citoyen, c'est La Poste. Et donc, pour accélérer la mise en place des services, Engie nous a proposé de rejoindre ce consortium dès le début, parce qu'on aurait pu rester en retrait, mais on s'est associé avec Engie pour co-construire une offre complète pour que ce soit celle-ci qui remporte, puisque c'était vraiment des grands groupes très complémentaires, Engie, Suez, Vive et La Poste. On a chacun notre domaine d'activité avec peu de recouvrement les uns par rapport aux autres. Et tous nos travaux et tous nos ateliers qui ont précédé la remise de l'appel d'offres ont permis en fait de faire de la broderie fine entre l'offre numérique d'Engie, l'offre humaine de La Poste, des offres sur les déchets et l'eau de Suez et des offres sur la santé de Vive. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Oui, je vous en prie. Oui, allez-y, excusez-moi. Non, où en êtes-vous donc de la mise en œuvre? Je crois que c'est plutôt vers 2021 qui est visé. Alors, nous, on a finalement, la ville d'Angers a souhaité, et ça semble assez logique, que ces données soient traitées par un cloud souverain dans lequel il pourrait avoir toute confiance. Donc, Engie a même augmenté le marché du groupe La Poste, puisqu'ils ont sollicité notre filiale numérique pour gérer la donnée et la confiance numérique des habitants dans la donnée qui est captée par la Smart City. Donc, c'est une filiale de La Poste qui fait ça. Et ça, ce n'était pas prévu au départ, puisque ça, ce n'est pas du tout le lien humain de La Poste, mais c'est toute notre filiale numérique qui aujourd'hui est relativement modeste par rapport au reste du groupe, puisqu'elle fait moins d'1 milliard de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires de 23 milliards. Par contre, effectivement, comme le disait Pierre, les ateliers avec les citoyens pour détecter ces nouveaux services vont être faits en 2021. Donc, La Poste, telle qu'elle s'est présentée dans l'offre, va se mettre à co-construire avec les citoyens en 2021 pour mettre en œuvre les nouveaux services physiques là pour le coup, en lien avec la plateforme numérique et les diverses données collectées par Engie sur ces capteurs ainsi que ceux de Suez. Voilà. Bien, merci Fabien. J'ai une question pour vous. Oui. Les services proposés sont-ils gratuits pour les citoyens du territoire? Alors, ça sera la collectivité. Enfin, nous, aujourd'hui, on va définir ces services. Ça peut être du portage de livres, du portage de repas pour les aînés en fonction de ce qu'ils demandent, en fonction de ce qu'ils définissent sur une interface. Ça peut être tout type de choses. Ça peut être une conciergerie. Donc, on va travailler ça. Les citoyens vont nous dire quels besoins ils ont, parce qu'il faut que ce soit un service
dont les gens aient besoin et qu'ils sollicitent. La ville va nous dire quel est le prix qu'ils sont prêts à prendre en charge. Peut-être que ça permettra de faire d'autres économies dans le fonctionnement de la collectivité. Donc, la collectivité fera des balances. Et peut-être que sur certains services, la collectivité sollicitera les citoyens en disant qu'un service ne peut pas être gratuit. Donc, ça sera un modèle de répartition. Pour nous, La Poste, on fera ce service, on le qualifiera en termes de prix et on identifiera le coût sollicité à la collectivité dans le cadre de la Smart City. Donc, la collectivité a annoncé qu'il y aurait une trentaine de millions sur les nouveaux services. Je pense que derrière, c'est elle qui fera le choix, mais je ne suis pas certain que faire des services gratuits soit toujours très positif pour que les citoyens y recourent et aient une exigence sur la qualité et sur le résultat. Voilà. Mais ça, c'est mon avis, c'est la collectivité qui décidera. D'accord, entendu. J'ai une question plus globale et pour le coup, je suis bon à voir. Je vous la donne, mais elle s'adresse à tous. Avez-vous un simple rapport client-fournisseur ou bien avez-vous trouvé d'autres formes de partenariat et de partage de revenus éventuellement? Là, je vous invite à tous les trois à répondre à cette question. Alors, sur la Smart City, je pense qu'il y a Santa Orsini qui est la pilote NG du projet et on échange beaucoup sur ce statut, mais peut-être que Santa peut brancher son micro pour nous expliquer en fait la relation partenariale qu'elle souhaite déployer avec la collectivité qui était l'essence de notre réponse. Et si elle n'arrive pas à se connecter, Santa, ben je vais donc compléter la réponse. Donc, le maire d'Angers a une grande ambition en développant ce marché de Smart City, puisque c'est sur tous les volets de sa ville, hein, que ce soit l'éclairage, la signalisation, les parkings, les déchets, les services à la personne. Il n'a pas voulu mettre ça par grande filière ou grande typologie de services. Et donc, en fait, comme ça reste tellement gros qu'il y a plein de choses à affiner, en fait, ce qui est important et ce qui a été affirmé lors des auditions ainsi que lors de l'attribution du marché, c'est que la relation devait être partenariale et co-construite et qu'on devait chercher les meilleures solutions pour la ville et pour les citoyens en co-construction tous ensemble. Voilà. Pierre, tu me dis, et Santa, si tu peux ouvrir ton micro, vous m'amendez également. Voilà. Je confirme. On est bien dans ce type de relation. Mais effectivement, si Santa pouvait reconfirmer, ça serait bien. Désolée, mais vous appuyez sur le micro, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, Fabien, tu as été… Bonsoir. On ne voit pas Santa. Ah, oui, parce qu'il n'était pas prévu. Alors, comment je fais? Vous appuyez sur la caméra qui doit être barrée. Vous appuyez dessus et normalement, on pourra vous voir. Super. Voilà. Donc, il n'était pas prévu que j'intervienne, c'était juste pour écouter. Mais Fabien a dit l'essentiel. En fait, la collectivité qui voulait mener ce projet d'envergure s'est dit, c'est pas un projet qu'on peut mener seul, il faut vraiment qu'on trouve des grands groupes industriels qui vont pouvoir nous accompagner pour mener ce projet dans la durée. Donc certes, au départ, on est parti sur un marché global de performance. Donc on va dire que dans les premières années, on est plutôt dans une relation, alors que je ne qualifierais pas de client-fournisseur, parce qu'elle est assez réductrice, mais où en tout cas, on répond à un cahier des charges, à un programme fonctionnel, et donc on lance les travaux, on construit. Pour autant, comme on voulait déjà être dans cette phase de co-construction et partenariale, on ne livre pas des produits sur l'étagère. Et donc, tout ce qu'on déploie au niveau d'Angers-Loire Métropole, que ce soit la plateforme de données, la plateforme de services, voire même les superviseurs métiers, passe par des cycles de co-construction, de design thinking, pour faire en sorte qu'en effet, ça corresponde bien aux enjeux d'Angers-Loire Métropole et qu'on rentre dans ce partenariat. Et donc, l'objectif, au fur et à mesure, on va mettre en place ce qu'on appelle un forum. Le forum va être un lieu de co-construction des services de demain. Et donc là, en effet, demain, on va essayer de créer de nouveaux services et on pourra réfléchir à de nouvelles formes de partenariat et d'autres partages de revenus. Très bien. Merci Santa. Eric, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce point? Simple rapport client-fournisseur ou d'autres formes de partenariat, de partage de revenus? Oui, ça devrait marcher. Oui.
Écoutez, nous, c'est un peu la même chose, hein. Bon, la relation qu'on a eue est effectivement pas une simple relation client-fournisseur. D'abord parce qu'on est fiers d'avoir fait ça tous ensemble. Personne n'aurait pu réussir à faire ça tout seul. Donc forcément, ça crée des liens entre les équipes. Et donc ces liens, on espère qu'ils vont perdurer. Et puis ça crée aussi quelque part des liens dans l'intégralité de la chaîne, y compris les gens qu'on a embauchés, même si c'était pour une période courte. Ils étaient contents d'avoir participé à ça et d'avoir apporté leur pierre à l'édifice. Donc effectivement, la relation est plus large qu'une simple relation habituelle, on va dire. Oui. Merci Eric. Je vous garde encore un instant donc, par rapport à la question qui avait été posée juste après votre intervention tout à l'heure. Comment avez-vous pu gérer la production plastique qui est souvent chère et peu réactive? C'est une bonne question, effectivement. C'était un peu la clé. Donc ça, c'est quelque chose qui était la spécialité donc, de nos collègues de chez Segula. Donc c'est eux qui ont fait réaliser des moules. Il y avait quand même 6 moules à vitesse grand V en local. Hein. Tous les plasturgistes sont des gens de l'Orne. Et voilà, donc c'est eux qui se sont occupés de ça. Bon, c'est quand même une grosse société, hein, plusieurs milliers de personnes. Donc, ils ont pu à la fois trouver la matière première qui est quand même un peu particulière, faire développer les moules en quelques semaines, puisque grosso modo, on a dû faire tous les moules en, je crois, un peu moins d'un mois. Mais bon, là, ils ont mis beaucoup de personnes sur le sujet et une collaboration extrêmement étroite avec les gens qui développent les moules. C'est les gens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et ça, bon. C'est aussi des petites pièces. Hein, grosso modo, hein, c'est à peu près gros comme ça. Hein, mais bon, la quantité fait que c'est quand même pas si simple de faire 3,6 millions de filtres en un temps aussi court. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Bien, je vous garde encore, Eric. C'est une question donc pour tous les trois. Pour développer des activités différentes de nos business actuels, y a-t-il des ingrédients qui vous paraissent indispensables? On a l'impression que ce n'est pas que le hasard qui a permis à Alliancis de trouver une nouvelle opportunité de marché et que la Poste et Vive étaient prêts mentalement à évoluer. Eric, je vais vous garder la main. Écoutez, en fait, c'est surtout du réseau. Hein. C'est vrai que Alliancis participe à pas mal de choses. La CCI, j'ai vu qu'il y avait Monsieur de Chalut un peu plus loin là. C'est tout ce réseau-là qui a permis d'abord le fait qu'on soit venu nous voir, c'est parce qu'on s'était rencontrés sur d'autres sujets. Et puis le fait qu'on ait trouvé les fournisseurs, c'est aussi parce qu'on a ce réseau. Donc voilà, c'est ce réseau aussi qui a créé ces opportunités, des circonstances évidemment. Mais si on n'avait pas eu ça, on ne fait pas des projets comme ça dans des délais aussi courts. Si on ne se connaît pas et si on n'a pas confiance et si on ne travaille pas ensemble dans des circonstances plus larges. D'ailleurs, vous m'aviez dit, me semble-t-il, qu'effectivement, il y a le réseau, mais c'est pour ça que vous communiquez énormément. Communication, communication, communication. Faut bien écoutez, on essaie, hein, c'est pas toujours très simple, c'est long, ça prend du temps, mais ça crée aussi des opportunités, clairement. Je veux dire, les gens de Segula, on les avait côtoyés dans un autre projet qui n'a rien à voir, qui est un projet de borne de charge pour des véhicules électriques. Et en fait, ils se sont souvenus qu'on était homologué médical. C'est comme ça qu'ils sont venus nous voir. A priori, c'est des entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les sujets sont complètement déconnectés. Et c'est la connaissance, l'échange, et c'est le réseau qui a fait que ça a été rendu possible. Hein. Bien. Pierre, Fabien, vous voulez bien répondre à cette question également? Peut-être un petit complément. La question, ce qui me trouvait important, c'était cette pris dans nos esprits, cette vision large de nos activités. Ce qu'effectivement, ce qu'on peut voir des fois, c'est quand on s'enferme sur son activité de base, déjà, des fois, elle est très complexe à piloter. Il faut la réussir, bien sûr. Le plus souvent, c'est ça qui génère le plus de chiffre d'affaires. Et en même temps, on est amené aujourd'hui à essayer de voir plus large par rapport à son activité de base. Et je pense que ça, c'est très important. Ainsi qu'anticiper, se projeter, je pense aussi. Et dans les grandes entreprises en plus, voilà, le temps que tout le monde se mette d'accord, ça va prendre du temps.
Et donc, je pense aussi qu'il faut de la rapidité d'exécution aussi. Donc nous, on n'était pas forcément prêts, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est une question de survie aujourd'hui de réinventer nos métiers. Sinon, la Poste date de Louis XI et on peut mourir. Alors là, de manière un peu conjoncturelle, on a effectivement un accroissement des colis qui nous permet de voir différemment le métier du facteur. Mais il y a 2 ans, ce n'était pas forcément le cas. Donc nous, l'enjeu, c'est vraiment de réinventer nos métiers. Et donc, on fait un peu trop de foisonnement, pour être honnête, sur cette invention des nouveaux services. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que dans un appel d'offres ou dans un nouveau besoin, il est exprimé la nécessité d'avoir du lien humain, on se positionne comme acteur de ce lien humain et on regarde si la faisabilité est réelle. Aujourd'hui, pour être clair, on a fait des pré-propositions, accélérer la logistique urbaine, mettre en place des conciergeries, mais il n'y en a aucune qui est entérinée dans le dur du marché. Les services seront ceux que les habitants sollicitent et on regardera à ce moment-là si on est capable de les faire ou si un autre acteur du territoire devra les faire parce que nous, on n'en aura pas la capacité ou peut-être que notre modèle industriel n'est pas adapté à certains services qui seront très ponctuels et très spécifiques. Donc, nous, on est vraiment très humble, on est en éveil sur toutes ces nouvelles offres qui peuvent solliciter le lien humain dont on est des spécialistes, mais ça ne veut pas dire qu'on saura forcément faire et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on répond, on tombe juste. Donc là, en l'espèce, on pense tomber juste, on pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire, mais tout n'est pas acquis et on reste assez humble sur la réalité de ce que l'on va faire dans la Smart City. Voilà. Par contre, c'est vrai que si ça ouvre des nouveaux métiers, il y a beaucoup de villes importantes qui souhaitent basculer dans cette réflexion de la Smart City et que si ça ouvre des nouveaux métiers, ça sera industrialisable et que nous, on est sur tout le territoire présent. Donc, être à l'émergence de ces nouveaux types d'offres, c'est aussi se préparer en amont de ce qui va survenir demain dans les grandes villes. Voilà. Bien. Merci Fabien. Bien, de toutes ces expériences, pouvez-vous donner chacun d'entre vous un conseil aux participants de cette UN ce soir pour les mettre en banc? Si vous aviez un conseil à donner. Peut-être pour démarrer, c'est difficile. Peut-être il faut rester humble aussi parce que chacun a la réalité de son activité actuellement. Moi, ce que je vois, c'est pas tant un conseil, mais le constat qu'on a pu tirer là de ce qu'on a fait. Moi, je reviendrai sur cette nécessité d'avoir une vision large de son activité aujourd'hui, parce qu'effectivement, on peut mieux saisir des opportunités au bon sens du terme aussi, et de faire attention de ne pas s'enfermer dans son activité centrale. Il faut y faire attention, bien sûr, aussi, mais en même temps, je pense que là, c'est en une réflexion plus large qu'on peut saisir de nouvelles opportunités. En se projetant, je le disais tout à l'heure, et en allant vite, mais je pense que cette vision large, pour moi, qui est aujourd'hui qui est très importante à avoir pour toutes les entreprises, je pense. Merci Pierre. Fabien? Moi, comme conseil, quand on a répondu au consortium, en fait, il faut vraiment un pilote. Chez nous, c'était Engie et il faut que le pilote joue son rôle de pilote. Chez nous, Engie l'a fait avec rigueur et qualité, parce que sinon, on peut vite partir dans tous les sens et on peut vite complexifier une offre qui, au départ, pour la ville, doit rester très simple. Et donc, quand on travaille à plusieurs, il faut qu'il y en ait un qui pilote et que chacun soit aussi conscient de ses limites et du rôle qu'il a à jouer dans le consortium. Voilà. Bien. Eric? Écoutez, pas de conseil particulier. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que communiquer, faire partie de réseaux, en fait, chasser en meute, pour prendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. C'est comme ça qu'on arrive à finalement aller sortir un peu des sentiers battus et puis aller peut-être sur des projets auxquels on n'aurait pas pensé précédemment.
sais pas, il n'y a pas de recette miracle. Hein, je pense que il faut créer les opportunités et rencontrer des gens et échanger. C'est déjà une bonne base. Tout à fait. Oui, parce qu'on peut avoir la chance, comme vous, effectivement, d'avoir été visible par rapport à la certification notamment que vous aviez, etc. Mais il faut aussi ensuite la saisir, cette opportunité, ce qui est juste essentiel. Il y a une histoire de train comme ça, je crois. Hein. Il y a des gens qui restent les yeux ouverts, mais le train passe et on ne le voit pas spécialement. Il me semble, hein, il y a quelque chose comme ça.